On va demander à Thomas Boulid de se présenter. Bonjour Thomas. Oui, vous m'entendez? Oui. Ok, donc ça marche alors cette histoire de webcam là. Ah ouais, nickel, t'es bien. Ok. Bon, mais écoutez, moi je suis urbaniste, donc je travaille, je suis plus à l'université de Nantes, donc je suis maintenant consultant qui fait beaucoup plus sur la planification urbaine en Afrique. Et en Europe, je me penche sur le dossier des urbanités africaines en Europe, dont effectivement les questions de patrimoine. Je ne suis pas historien, parce qu'il y a beaucoup de confusion. C'est la raison pour laquelle je manie l'histoire avec beaucoup de précaution, parce qu'il faut vérifier 1000 fois avant d'avancer quoi que ce soit. Et voilà, donc je réponds souvent à des demandes de faire des recherches ou alors des enquêtes, parce que ce n'est pas la même chose. Et c'est le cas ce soir, où je vais aborder un problème, un aspect un peu plus délicat, un peu plus tabou, où il y a un square Toussaint l'ouverture à Nantes, mais il y a encore une chape historique qui couvre un peu les dessous de cet espace-là. Et les dessous même, vous voyez que cette année, c'est les 30 ans de l'inauguration, même si le projet date de 89 et la délibération du conseil municipal de 1990, même la ville qui devrait s'enorgueillir n'a pas souhaité mettre ce sujet-là en avant. Donc ce soir, je suis un peu mal à l'aise, mais je donnerai quand même l'essentiel, mais sans trop ouvrir le couvercle. Ce que je te propose, Peter, Oui, c'est peut-être commencer directement par l'intervention l'intervention de Thomas, d'accord. qui Ok. s'intitule Héritage du séjour de Toussaint Louverture à Nantes, quelle projection contemporaine, pardon. Et donc, c'est à toi, Thomas. Je vais intervenir sur un sujet assez vaste. Donc, c'est pour cela qu'au début, je vais donner l'essentiel. Et puis, pendant les débats, je compte sur vous pour m'aider à avoir des précisions au niveau de la réflexion contemporaine. Alors, vous ne lirez nulle part, sinon en cachette, les échos du passage de Toussaint l'ouverture à Nantes. J'ai épluché le dossier au niveau des archives municipales. Il n'y a pas grand-chose là-dessus, si ce n'est de vanter les correspondances qu'ils détiennent là-bas entre Toussaint l'ouverture et certains officiers nantais. Donc, le prisonnier d'État est arrivé à Brest en, je crois, le 9-10 juillet 1902. Là, on remonte il y a 2 siècles. Et l'empereur a pris un décret demandant qu'il soit interné au fort de Joux. Et entre-temps, il est donc arrivé à Nantes comme une étape. Nantes n'était pas sa destination, même si certains faits laissent croire que Nantes était un point très important parce qu'il y a séjourné un peu plus que sur les autres étapes. Alors, je vais prendre 3 points pour illustrer un peu mon propos au départ. J'ai en face de moi un passage là, bon, comme tout à l'heure, j'ai entendu qu'on pourra compléter avec des documents. J'ai un livre qui s'intitule Mémoire historique sur Toussaint l'ouverture, écrit par Don Augustin Régis en 1818. Il nous dit ceci, je lis, à son arrivée à Nantes comme prisonnier d'État, il fut mis en détention dans les prisons de cette ville. Le préfet croyait, ainsi que le corps municipal et d'autres magistrats, lui faire un plaisir d'aller le visiter. Je ne sais à quelle occasion le préfet lui adressa la parole, probablement sur quelques faits historiques, etc. Celui-ci lui répondit avec véhémence et à la fin de son discours, il dit au préfet ainsi qu'aux autres magistrats, j'ouvre les guillemets, vous avez ma tête, mais vous n'avez pas ma queue et vous vous repentirez de vos inconséquences. Alors l'auteur poursuit, 24 heures après, les ordres ultérieurs venus de Paris du premier consul le firent transférer en diligence sous escorte d'une nombreuse cavalerie et gendarmerie qui le conduisit au château de Joux.
prison d'État près de Besançon. Voilà un peu un texte d'un témoin de l'époque qui nous raconte l'entrevue de Toussaint Louverture à Nantes avec les autorités de la ville. Vous remarquerez tout de suite la moquerie de ces autorités qui sont donc allées, soi-disant, rendre hommage aux prisonniers d'État, parce que ce n'était pas n'importe qui, mais on verra tout à l'heure, et c'est ça le fil conducteur, la haine qui naît à Nantes du fait que ce prisonnier a causé énormément de dégâts du seul fait de la révolution haïtienne. On verra tout à l'heure, jusqu'à aujourd'hui, l'importance de cette haine-là. La deuxième anecdote, c'est que la forte escorte, en quittant Nantes, 2 jours plus tard, a rencontré une espèce de commando du côté d'Ancenis. Alors là aussi, je suis allé analyser les correspondances entre les ministres, le gouvernement à Paris, les préfets des différentes régions traversées, ainsi que des différents responsables sécuritaires, qui laissent un double doute. Est-ce qu'il s'agit d'une tentative de tuer Toussaint Louverture ou alors une tentative de le libérer? Le second doute, c'est sur l'origine des cavaliers qui ont failli attaquer le convoi militaire. Est-ce que c'était des Vendéens revanchards? La police plaide pour cette thèse-là. Ou alors les hordes noires qui sévissaient dans la région nantaise. Et cette deuxième hypothèse est également plausible et nous amène à aborder ici une réalité qui est souvent occultée. Je vous donnerai aussi, au moment des documents, un livre qui est tout simple, qui s'intitule « Bleu, blanc, nègre ». Nantes 1793, quel génocide? Vous voyez déjà le titre, Bleu, blanc, nègre, et qui parle un peu de la guerre de Vendée, et où vous comprendrez pourquoi l'État a exploité l'affaire Toussaint Louverture pour essayer de régler les comptes aux Vendéens et en même temps qu'aux Noirs. Vous comprendrez aussi pourquoi à Nantes, il y a une énigme historique, celle de la disparition des Noirs à Nantes au moment où, pendant la Révolution française. La troisième anecdote, le troisième point, qui ne concerne pas directement Toussaint Louverture, c'est le sort réservé à son serviteur. Parce que le 23 juillet 1902, j'ai lu, le premier consul prit un arrêté, entre parenthèses, le nommé Toussaint Louverture sera transféré et gardé prisonnier au fort de Joux. Il sera tenu au secret sans pouvoir écrire ou communiquer avec aucune personne que son domestique. Donc, Napoléon a autorisé la présence de ce domestique-là auprès de Toussaint Louverture, qui arrive au fort de Joux, également le 23 août. C'est pour cela d'ailleurs que les dates n'étant pas faites au hasard, je me suis dit, je vais prendre plutôt l'angle Toussaint Louverture, non pas pour fêter son arrivée, mais pour avoir un peu une coïncidence. Et 2 semaines plus tard, le 7 septembre, il est séparé de son domestique qui s'appelait Mars Plaisir. Et entre parenthèses, le film qu'on nous a servi il y a quelques années sur Toussaint Louverture, où on voit le général Caffarelli assassiner Mars Plaisir, la scène est archi fausse, comme beaucoup de trucages qu'on nous a vendus entre-temps. Je crois d'ailleurs que la famille des descendants de ce général se sont plaints. Il n'a pas du tout été abattu par le général. Je vais vous lire aussi très rapidement un autre texte qui vient d'un autre livre. Alors, je lis, ce domestique s'appelait Mars Plaisir. C'était un mulâtre de Port-au-Prince. La fidélité qu'il conserva à l'ouverture jusqu'à ses malheurs fait l'éloge de sa mémoire. Il ne tarda pas à être arraché au service de son maître et conduit enchaîné de brigade à brigade jusqu'à Nantes, où il fut mis en prison. Ce fut là le coup le plus douloureux pour Toussaint Louverture. Dès lors, il fut complètement séquestré. Il ne recevait encore que rarement la visite, ainsi de suite. Voilà.
La cause de tant de rigueur provient sans doute des nouvelles désastreuses que le gouvernement recevait de Saint-Domingue. Voilà un peu ce qui se passe. Pourquoi je cite cet exemple-là? Pour rebondir à la question, pourquoi la prison de Nantes? C'est-à-dire qu'ils arrivent à destination au fort de Joux, on décide de traumatiser davantage le prisonnier en l'isolant et on laisse toutes les brigades de France pour amener ce domestique-là à Nantes. Et j'ai d'autres textes là qu'on pourra lire, montrer le moment venu, où les conditions de sa détention à Nantes. Donc, il a été mis au secret parce que, semble-t-il, il détenait des secrets d'État. Voilà les 3 points préalables en avouant qu'il faut vraiment travailler pour écrire cette histoire. Je vous ai parlé d'abord de la rencontre des témoignages avec les autorités, qui est très violent quand vous interprétez ces phrases. Et il dit d'ailleurs au préfet et à tout ce monde-là qu'ils vont payer leurs inconséquences. Et vous savez que tout ça, l'ouverture avait déjà maudit le général qui l'avait arrêté, qui a mal fini. Et évidemment aussi le préfet qui s'appelait François-Étienne Le Tourneur, qui avait été d'ailleurs membre du directoire. Il finira mal, abandonné en exil en Belgique. Je ne parle pas du maire de Nantes, Jean-Sylvain Paris, qui habitait d'ailleurs à l'hôtel de ville à ce moment-là. Je vous ai également parlé de l'insécurité, du problème des Noirs qui se passe à Nantes à ce moment, post-révolution. Et enfin, de l'acharnement, je dirais comme les juristes, acharnement hors de commun, où on ramène tout à Nantes. Pourquoi est-ce que Napoléon ramène le cas de Toussaint Louverture à Nantes? Eh bien, vous l'aurez compris, c'est pour le livrer pratiquement à ses pires ennemis économiques. Je dis bien économique parce que c'était un ennemi d'État qui pouvait être attaqué par 20 000 hommes qui sont partis pour l'arrêter. Deuxième point, après avoir évoqué ces 3 anecdotes, je vais voir avec vous un peu de réflexion, c'est-à-dire on va prendre un peu la distance et ne pas se contenter de lire des textes comme je viens de le faire. Il y a d'abord cette évidence de la particularité nantaise dans la punition que l'État donne aux prisonniers d'État. Il y a évidemment la colère de Toussaint Louverture, et vous avez vu Augustin qui parle des conditions, c'est-à-dire qu'il connaissait très bien le préfet Le Tourneur, parce qu'il était membre du directoire pendant la Révolution française. Donc, et qui s'est donc mis à mentir sur les événements qui se sont passés à Haïti. En fait, quand on regarde bien, ils ont voulu cuisiner le prisonnier pour envoyer des informations à Napoléon, et Toussaint Louverture a fermé la porte tout de suite. Puisque j'ai découvert aussi que sur le chemin qui va de Nantes, Brest, au fort de Besançon, il y a eu une étape à Fontainebleau. Or, vous savez très bien, en août 1802, qui séjournait à Fontainebleau. Donc, vous avez vu la colère aussi sur les liens économiques entre Nantes. Je vous ai parlé des archives municipales qui conservent des courriers très importants. Je ne les ai pas encore épluchés. Vous avez des liens humains, vous avez des enjeux politiques, vous avez aussi l'insécurité, le problème des Noirs, ainsi qu'un certain nombre de difficultés qui vont faire que la haine des Nantais vis-à-vis de cet homme et vis-à-vis de ce peuple de Haïti va jouer, moi je dirais même, pendant tout le 19e siècle. Le premier exemple, c'est la participation de Nantes pour le rétablissement de l'esclavage. Et là, pour ceux qui ont déjà suivi mes visites, on commence toujours par le Daniel Kervégan. On va voir que le 28 mai 1891, c'est-à-dire que l'année du bois caïman que nous commémorons aujourd'hui, c'est-à-dire avant qu'il y ait le bois caïman au mois d'août, il y avait déjà les rumeurs et la nouvelle de l'abolition arrive un peu tard, elle est truquée comme vous le savez. Donc le 28 mai 1891, le maire de Nantes de l'époque, Daniel Kervégan, fait une déclaration historique. Je vous montrerai aussi l'original
de cette déclaration de la mairie de Nantes. Il s'adresse aux Noirs. Respirez, être intéressant. Vous êtes nos égaux. Bénissez avec nous cette étonnante révolution. C'est aussi en votre faveur que va se changer la face de cet univers, 100 fois pire pour vous que le chaos d'où il fut tiré, puisque vous n'y végétiez que dans l'opprobre et le mépris de ceux-là même à qui vous deviez le jour. Mais tandis que cette loi percieuse franchit officiellement, bon, bref, blablabla, bla, 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 les Noirs sont devenus ses frères, sont devenus des êtres intéressants. Et il dit, en vain, le vaste océan a séparé l'Europe et l'Amérique. Cet intervalle n'est rien. Il sera bientôt parcouru avec les rapides ailes du bien public. Il s'agit d'épargner le sang de nos frères. Et à la fin, il dit, le conseil municipal délibérant sur réquisition du substitut du procureur concernant les gens de couleur mal interprétés pourrait exciter dans nos colonies une fermentation qu'il est du devoir de l'intérêt particulier des villes maritimes. Bref, beaucoup de gens ont triché sur ce texte pour dire que, vous voyez, le maire de Nantes en personne, Daniel Kervégan, bien qu'il fût lui-même négrier, a été il a célébré l'abolition de l'esclavage. Vous lirez d'ailleurs un texte d'un historien dans le dictionnaire de Nantes où on nous cite les embrassades qu'il y a eu entre des soldats noirs et puis leurs confrères ici. Mais le même Daniel Kervégan devient en 1802, c'est-à-dire au moment où Toussaint Louverture, le texte que je vous ai lu, c'est 1891, l'année du bois caïman. 11 ans plus tard, il crée la Chambre de commerce de Nantes, puisque je vous ai dit, il faisait la politique. Et d'ailleurs, je lis ici, Daniel Kervégan, fondateur de la Chambre de commerce de Nantes en 1802, armateur et négociant ayant participé à la traite négrière, maire de Nantes, il a été maire 2 fois, entre 89 et 91 et 97, président du Conseil général de Loire-Atlantique de 1800 à 1805, député de 1804 à 1810. Donc, vous comprenez, c'est un crocodile de la ville. Et c'est lui qui mène donc la bataille pour le rétablissement de l'esclavage. Et là, ce document, je vous le donnerai aussi, qui est d'ailleurs dans le site de Saraco, qui parle donc des arguments que la Chambre de commerce de Nantes, que les Nantais, y compris leur maire en tête, puisque le deuxième signataire, c'est François-Marie Bonaventure Dufour, qui a été maire jusqu'en 1816, c'est Philippe René Souzemain, qui a été maire de 1830 à 1832, vous voyez, même 20 ans après, c'est les mêmes personnes qui vont continuer à gouverner la ville. Je vais donc accélérer, juste pour vous faire comprendre que je ne lirai pas sinon vous allez être énervé ce soir, vous ne comprendrez pas que c'est la même personne. C'est-à-dire que le même qui encensait l'abolition de l'esclavage, qui traitait les Noirs de frères, et c'est le même aussi qui mène la bataille pour la remise en esclavage de ses frères, je dirais, entre guillemets, puisqu'on est dans la pure hypocrisie, ou alors qu'on est dans le pur réalisme politicien. Ça, c'était donc le premier point. Le deuxième point qui va suivre immédiatement et qui va intéresser aussi les intervenants qui vont suivre, c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est l'affaire des réparations. Les réparations, c'est le terme que nous on utilise aujourd'hui. À l'époque, ça c'était l'affaire des indemnisations. Alors, comme vous le savez, en 1825, la France va donc attaquer Haïti avec une armada incroyable et donner l'ultimatum pour le paiement de cette indemnisation-là. Et c'est ce qu'on appelle la double dette. Il y a d'ailleurs eu un article, un dossier du New York Times cette année au mois de mai. Je vous recommande de le lire. C'est des Américains qui ont fait vraiment une investigation par rapport aux chiffres. Donc la double peine, la double dette, c'est quoi? C'est que les Haïtiens devaient payer, mais également pour payer la première tranche avant décembre 2025, il fallait qu'ils prennent une dette qui s'endette auprès de la France.
ce qui fait qu'il doit payer, et la dette principale, enfin pas la dette, il doit payer la rançon de leur libération, mais également les intérêts. Et vous verrez que ce sont ces intérêts-là qui vont continuer à courir et qui feront en sorte qu'en 1880, c'est-à-dire pratiquement 60 ans plus tard, 55 ans plus tard, Haïti n'a toujours pas fini de payer et la France va donc créer la Banque nationale de Haïti. Vous verrez donc le précurseur du système du franc CFA qui va être mis en place pour contrôler l'économie. Alors, je n'insiste pas là-dessus, si ce n'est signaler qu'en 1914, les Américains aussi vont s'y mettre, vont aller faire un coup de force à la Banque de Haïti pour essayer de s'en emparer et que le problème ne sera résolu que après la Première Guerre mondiale en 1934. Alors, revenons donc sur Nantes pour terminer sur ce point-là qui est très important dans ma démonstration. On va voir que j'ai devant moi un texte qui s'intitule « Sur l'indemnité des anciens colons de Saint-Domingue », d'un Domingue, mémoire publiée au nom de plusieurs anciens colons propriétaires résidant à Nantes. Ça veut dire qu'en plus, c'est Imprimerie Forest, quai de la Fosse. Donc, et c'est même 1828. Donc, on va lire là-dessus un certain nombre de choses qui feraient pleurer, mais que je recommande aux acteurs principaux de la lutte pour les réparations aujourd'hui. Il dit par exemple, l'exposé des motifs de la Chambre des pairs est peut-être encore positif, ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, il reproche à l'État d'avoir accepté l'indépendance de Haïti contre le paiement de l'argent. Parce qu'eux, ils sont persuadés qu'ils gagnaient plus, ils gagneraient même d'ailleurs plus si, en contrôlant la colonie au lieu de la laisser indépendante. Vous connaissez le problème que De Gaulle va avoir un siècle et demi plus tard. Et il continue à attaquer le gouvernement tout en l'encensant. Et la phrase que je vais vous lire à la fin, je cite, « La cause des colons est belle à défendre ». Ça, c'est les gens qui demandent l'indemnisation, les réparations qui le disent. La cause des colons est belle à défendre parce qu'elle est juste. Leurs droits leur paraissent évidents et ils se flattent qu'ils paraîtront tels à tous les esprits. Ils pensent même qu'il y a dans tous les Français un tel sentiment de générosité qu'il n'en est aucun qui ne consentit un sacrifice pour dégager la signature royale et pour soulager les victimes de la catastrophe la plus terrible de la Révolution. Je mets un peu ici en parenthèse. C'est-à-dire que vous vous rendez compte qu'avec toutes les atrocités qu'il y a eu pendant la Révolution française, ces colons nantais-là, les négriers nantais, eux considèrent que c'est le fait qu'ils aient perdu de l'argent à Haïti qui est la catastrophe la plus terrible de la Révolution française. Je termine la lecture. Ils disent, mais ils croient avoir fait voir qu'il n'y aura pas lieu à demander un pareil sacrifice. Ils attendront avec confiance les mesures qui ne peuvent manquer d'être prises relativement à l'indemnité stipulée en leur faveur. Et ils sont bien convaincus que ces mesures, quelles qu'elles soient, n'auront d'autre but que de répondre à des espérances justement conçues et d'accomplir les intentions bienfaisantes de Sa Majesté envers une des classes les plus malheureuses de ses sujets. Je ferme les parenthèses. Et pour commenter la dernière France, les classes les plus malheureuses de ses sujets, dont les négriers sont les plus malheureux du royaume de France en 1828, avant 2 ans avant la Révolution aussi qui va faire en 1930. Je conclus donc. Vous avez vu que la haine va se poursuivre et va se focaliser sur l'aspect économique au niveau de Nantes. Et Toussaint Louverture le sait, il est conscient. Et il en paie les frais. Vous allez voir que les mêmes qui ont fait semblant d'applaudir la libération des Noirs vont demander immédiatement le rétablissement de l'esclavage. Vous allez voir également que malgré le fait que le roi ait décidé de punir Haïti et de faire indemniser ces colons-là, ils ne sont pas contents.
et ils jouent les victimes, que voilà, c'est la classe la plus malheureuse du royaume. Alors, je vais donc conclure pour vous laisser aussi le temps de voir la question contemporaine. On voit donc en sortant de cette haine-là, qui va être atténuée, et ça, c'est un pari que je fais, c'est une hypothèse que j'émets, parce qu'on est encore en train de voir qu'est-ce qui va se passer 2 siècles plus tard, dans les années 1990, avec la mise en public de la question de l'esclavage à Nantes. On va voir que, mais pour l'instant, j'attire votre attention, notamment ceux qui luttent à fond, nous y sommes tous, mais il y en a qui sont beaucoup plus compétents que moi là-dessus. J'attire votre attention sur le process de vous rappeler qu'il y a eu des luttes en France dans le sens inverse. C'est-à-dire que les Nantais, on a les documents comme celui que je viens de vous donner, se sont battus, ont créé des lobbying, ont obtenu même la puissance de leur État. Et une fois que cet État-là a actionné contre les Haïtiens, ils n'étaient pas contents, ils n'en demandaient que plus. La deuxième chose aussi, c'est de savoir que les réparations n'ont pas disparu des esprits. On voit par exemple que c'est la banque, la Caisse des dépôts et de consignation qui a la mémoire de cette arnaque internationale qui a été faite contre la République de Haïti. Donc, en face, il y aura de l'adversité. Il y aura de l'adversité parce qu'ils sont passés par là pour demander une indemnisation, pour demander réparation. Ils l'ont obtenu, mais ils ne sont pas contents. Mais il y a quand même eu un effet politique à Nantes. Je n'ai pas tous les éléments là-dessus, mais je me base sur la discussion qu'on a eue sur Toussaint Louverture avec Yannick Guin, qui était quelqu'un qui pilotait justement la politique nantaise au vrai sens du terme sur ces questions-là. C'est que c'est grâce à cet apaisement, à cette réparation, qu'ils ont donc pu, entre guillemets, pardonner à Toussaint Louverture et ses descendants. Donc cela veut dire qu'en matière de cette haine viscérale qui a fait que le prisonnier soit maltraité à Nantes et qu'on y ramène même son serviteur pour le maltraiter à sa place, fait en sorte que les réparations ont, entre guillemets, pour riguer un peu, réparé les motifs de haine. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation inverse et il faut donc faire très attention à cette histoire-là. La deuxième chose, c'est pour tous les panafricains qui sont là, de voir qu'avec le débat sur la colonisation de Haïti, Nantes a fait plutôt le débat sur le mode de rentabilité. Puisque, là, je vous lis un texte de 1828, en 1830, la colonisation de l'Algérie va faire un engouement à Nantes. Ils vont créer la rue d'Alger. Et même pour nous, c'est à Nantes que se décide la colonisation du Bénin avec la rue du Dahomey et ainsi de suite. Donc, ils vont rentrer dans le jeu de l'exploitation, dans la pseudo-liberté, pour récupérer un maximum de ce qu'ils ont gagné. Et cela va tellement marcher qu'à la fin du 19e siècle, si je prends la date de 98, on va avoir ce que vous voyez aujourd'hui à Nantes, c'est-à-dire l'arrière-port. Vous avez les rues de Saint-Domingue, à côté de la rue du Tonkin, qui représente l'Asie, la rue du Sénégal, la rue de la Guyane, le quai des Antilles, ainsi de suite, pour montrer leur puissance économique là-dessus. Voilà, je vais m'arrêter. Il y a beaucoup de choses encore à dire, notamment sur le squat Toussaint Louverture, qui est une espèce aussi qu'ils considèrent comme une réparation, parce que c'est arrivé à une génération qui avait déjà, entre guillemets, oublié. Oublié, c'est pour ça qu'on ne parle pas plus de Toussaint Louverture en tant qu'ennemi public de Nantes. On en parle aujourd'hui comme héros de la révolution haïtienne, et même pas de l'esclave, et on va donc l'excentrer, et 30 ans après l'inauguration, on ne revient pas là-dessus pour ne pas réveiller, et beaucoup de gens me disent d'ailleurs que c'est une génération qui n'est pas encore endormie, que le volcan peut toujours se réveiller entre-temps, donc c'est à nous à être vigilants, et à nous armer de science jusqu'aux dents, comme disait Cheikh Anta Diop, et être vraiment dans le réalisme, on n'est pas dans le vindicatif.
Voilà, j'en ai terminé et on peut discuter. Merci Thomas, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez envie de poser des questions à Thomas, d'échanger avec lui pour à peu près 10 minutes? C'est très, très riche, en tout cas, comme contribution. Ben moi, j'aurais juste à redire cette phrase qu'il a prononcée lorsqu'il a été capturé. En me renversant, on a battu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs, mais il repoussera car ses racines sont Sont profondes. nombreuses et profondes. Ouais, nombreuses et profondes. Je crois qu'il y a Nidal qui voulait poser une question. Oui, absolument. Thomas Bouli, 1800, c'est pas trop loin de 1789 et autres, de la fameuse Révolution française qui a amené pas mal de choses de positives pour ce pays-là. Je voulais savoir, est-ce qu'il n'y avait pas au sein de la société française, au niveau des révolutionnaires, des gens qui ont soutenu la révolution haïtienne et quelle a été leur contribution, s'il y a eu contribution? Bien entendu. Et vous savez qu'il y avait plusieurs guerres dans la guerre pendant la Révolution. On a eu également la terreur à Nantes avec le fameux Carrier. On a eu également, donc évidemment, au niveau du directoire à Paris, c'est les révolutionnaires suprêmes, pour ainsi dire, qui, dès 1891, lançaient déjà l'idée de l'abolition de l'esclavage qui est récupérée à Nantes. Mais on sait que c'est en 1894 que le décret va finir par sortir, même s'il arrive en retard à Haïti, alors que les hostilités sont déjà rentrées. Évidemment, il y a des gens qui ont soutenu, et avec des arguments, je dirais, politiques, et l'humanitaire arrivera après. Mais les gens étaient dans la terreur. Et vous allez voir qu'à Nantes, à l'hôtel Villescreux, où d'ailleurs a logé Carrier, les gens qui seront parmi les premiers à être dépouillés, ce sont des négriers. Donc, et en même temps, parmi les gens qu'on va tuer pendant les fameuses noyades de Nantes, ce sont les Noirs. D'où la polémique sur le fameux génocide. Le livre que je vous ai recommandé, la dernière phrase, c'est « Quel génocide ?» Alors que personne ne les a jamais accusés d'avoir génocidé les Noirs à Nantes. Mais tout d'un coup, et ce livre-là est préfacé par Maître Henri Leclerc, l'ancien bâtonnier. Donc, effectivement, pendant la Révolution, il y a eu du pour et du contre. Puis le pour l'abolition l'a emporté, mais l'a emporté de courte durée. Comme vous le savez, Napoléon a remis les choses en place. Merci. Oui, Thomas, c'est Jean-Marc. Je voulais te demander, tu sais, tout à l'heure, tu avais parlé de bandits ou de bandes qui ont essayé d'attaquer le convoi à la hauteur d'Ancenis. Est-ce que tu as plus d'éléments? Est-ce qu'on sait c'est qui? Je sais que tu as abordé quelques noms, mais est-ce que tu peux me donner quelques éléments de plus? Alors, les seuls éléments que j'ai, ce sont les correspondances entre les administrations. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs dans ces correspondances-là que j'ai découvert cette affaire. Parce que j'ai voulu analyser étape par étape, de Brest, Nantes jusqu'au fort de Joux, qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est là où je découvre cet incident. Donc, en dehors de ces documents-là, je n'ai pas, puisque l'administration elle-même, jusqu'au courrier que le préfet envoie au ministre, il est dans le double doute. La motivation de ces gens et puis leur identité. Parce que, évidemment, les gars, quand ils ont vu la cavalerie, puisque Toussaint Louverture s'était tellement mal comporté avec un an, enfin, mal comporté, avait été tellement dur qu'ils ont renforcé la cavalerie. Donc, je n'ai malheureusement pas d'autres éléments, d'autres sources que celles de l'administration elle-même, c'est-à-dire les correspondances officielles. Vous allez voir les dates, le vieux français, ainsi de suite. Ça, je peux te les donner, mais malheureusement, je n'ai pas d'autres sources, notamment celles des chercheurs ou celles d'écrivains, comme tout à l'heure, j'ai pu vous citer, des gens qui ont vu l'entretien entre Toussaint Louverture et le préfet. Je n'ai pas d'autres sources que celles que les sources officielles.
Vas-y, Rêve. Je vais poser juste une question. Ouais, vas-y. Oui, juste avant Peter, il y a Nema donc, du Bolenet qui a posé la question de savoir qui était à l'initiative du Square. Alors, quand on regarde, on peut répondre avec 3 sources sûres. Il y a le livre, la thèse de Marc Lastrucci qui a essayé d'analyser tout ça. Il faut dire que dès 1985, il y a déjà un projet d'exhumer le tricentenaire du Code noir. Donc, c'est un mouvement social. Jean-Marc Ayrault prend le pouvoir en 89 et dès 90, je n'ai pas la date en tête, le dossier de la dénomination de ce square est déposé au conseil municipal. Donc, évidemment, ce sont les politiques qui ont pris cette initiative-là, mais quel était le lobbying derrière? Puisque en ce moment-là, dans les années 90, il y avait donc un fort lobbying qui va d'ailleurs amener à l'exposition des anneaux de la mémoire. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est les politiques, puisque c'est eux qui ont décidé. Ce n'est pas, évidemment, à ce moment-là, il y avait un lien très étroit entre les politiques et ces acteurs prépondérants, notamment les anneaux de la mémoire. D'ailleurs, vous allez constater que les liens entre le poste, je dirais, de ministre de l'Afrique au sein des gouvernements Ayrault à Nantes ont souvent été tenus par les gens de cette tendance-là. C'était le président des anneaux de la mémoire qui avait aussi des acquaintances en Haïti. Et ensuite, ça a été le président des mémoires de l'outre-mer. Donc, c'est une filière qui est part du militantisme et qui intègre donc le pouvoir politique, c'est-à-dire deviennent des élus. Et à partir de là, et là, j'ai regardé aussi en 94-97, au moment où on dénomme la rue, parce qu'il y a le square, après il fallait dénommer la rue, j'ai regardé aussi, mais le document de justification, il n'est pas alimenté. C'est-à-dire qu'on met la rue avec une autre, de nombreuses d'autres rues, et ça passe en délibération du conseil municipal et c'est adopté sans même discussion. Donc, j'aurais tendance à dire que ce sont les politiques. Et ils étaient dans une logique vraiment militante, parce que ce n'était pas facile à l'époque, compte tenu de toutes les haines qui ont duré pendant très longtemps. Merci. Peter, du coup, ta question? Juste avant la question, alors nous qui étions au Square, on a déjà été plusieurs fois. En fait, il y a déjà la plaque avec une inscription. Et l'inscription, effectivement, c'est signé par Jean-Marc Ayrault, c'est signé par l'UNESCO. Et je ne sais pas, à l'époque, peut-être Hamzat, tu le sauras, peut-être même Thomas, en fait, Djibril, c'est peut-être Tidjani Serpo qui était dans le projet. En fait, il n'y avait pas encore le projet de la route de l'esclavage. Ce n'est pas eux qui ont décidé. Ce n'est pas eux qui ont décidé. Ils ont apporté la caution à la démarche. Tout à fait. Oui, effectivement, la démarche, elle vient, comme tu l'as dit, hein, tout un processus qui, en 85, il y a eu la tentative d'un colloque sur le tricentenaire du Code noir, qui a été capoté suite à la pression de la bourgeoisie nantaise. Et chronologiquement, comme tu l'as dit, 89, Jean-Marc Ayrault arrive au pouvoir, et 92 correspond à la fois à l'inauguration au lancement de l'exposition Les Anneaux de la Mémoire, et en même temps à ce square Toussaint Louverture. Bon, je citais juste, en fait, quand on va revoir la plaque, on pourra peut-être apporter d'autres précisions. Mais moi, je voulais te poser une question beaucoup plus sur une discussion un peu en privé, comme ça, qu'on a eue. Mais ça peut être intéressant de répondre à cette question. Il y a quelqu'un qui était un élément clé quand même dans le dispositif de Jean-Marc Ayrault à l'époque, qui était adjoint à la culture et qui a géré le dossier du mémorial, qui aurait dit à une période donnée que Nantes avait déjà réglé son problème, sa question des réparations avec Toussaint Louverture. Ça voulait dire quoi cette phrase en fait, pour toi? Ça voulait dire que, parce que vous savez, on a débattu avec lui même devant la télé sur les questions de Vendéen là, et des fameux goulins, c'est-à-dire des gens qui sont venus de Saint-Domingue pour tuer les gens à Nantes. Donc pour lui, le fait que
Nantes ait surmonté toutes ces haines, tous ces obstacles, focalisés sur ce personnage qui a toujours été leur ennemi de génération en génération, qu'ils aient surmonté ça, c'est très fort. Ça veut dire qu'ils ont déjà fini leur boulot, je dirais, de pardon. Enfin, le terme n'est peut-être pas le sien, mais il parlait plutôt qu'il y a un temps de construction et un temps politique. Donc, le square Toussaint Louverture, en 1990, même s'il est inauguré en 92, ce geste-là, au niveau de la municipalité, précède déjà en même temps la décision de faire l'expo sur les anneaux sur la mémoire. C'est pour cela qu'il est dans sa sincérité de dire que c'était un geste fort qui leur a coûté cher, parce que c'était vraiment bousculer la bourgeoisie, je dirais, financière. Donc, c'est son point de vue, hein, de dire que c'était déjà ça. Et après, maintenant, le mémorial va arriver un peu plus tard pour couronner un peu l'aspect politique de tout ce qu'ils avaient préparé avant. Donc, le square Toussaint Louverture fait partie des primo-gestes de la politique nantaise, qui était sincère. Bon, maintenant, est-ce qu'elle est encore... Bon, c'est tout un autre débat. Puisque eux-mêmes, ils ont abandonné ça, ils n'ont pas inauguré leur... C'est vous qui avez été, qui révélez à beaucoup que ça fait 30 ans que le square est... Alors qu'ils ont fêté une grande... Il y avait des rendez-vous cette année, les 10 ans du mémorial et autre chose, mais ils n'ont pas mis, parce qu'effectivement, les problèmes reviennent sur le tapis, comme je vous ai dit, l'aspect colonial. L'aspect colonial, c'est-à-dire que Haïti a été un laboratoire d'expérimentation du vol. Et Nantes devient la deuxième place financière de France pour avoir acquis cette expertise-là. Les Nantais n'ont pas laissé à d'autres l'occasion d'en profiter plus. Bon, je ne vais pas refaire le débat, mais voilà. C'est assumé, c'est un acte politique que moi je trouve courageux. Mais le fait qu'aujourd'hui, ils aient peur des réparations, qu'on leur retorque tout de suite les documents que j'ai sortis et d'autres qui sont plus poignants, de dire que mais vous vous êtes battus pour demander les réparations du préjudice qu'on vous a enlevé vos esclaves. Et vous êtes les premiers à combattre ceux qui se battent aujourd'hui dans un autre sens pour obtenir des réparations aussi. Et ça n'a pas de sens. Donc, ils ont peur aussi qu'on leur rappelle tous ces éléments que nous possédons. On en possède déjà quelques-uns. Oui, Thomas, Oui. merci pour ta communication. Ça a apporté beaucoup de renseignements. Moi, je voulais juste poser 2 ou 3 questions. La première, c'est un peu... c'est entrer avec le square Toussaint Louverture de Nantes, parce qu'à Bordeaux, le square Toussaint Louverture est dans un endroit absolument mystérieux. Il faut chercher pendant très longtemps pour pouvoir s'y rendre. Nantes aussi. Comme à Hein, voilà. Nantes. Comme à Nantes. Hein? À Nantes, il est excentré. Voilà. Et deuxième chose, la statue de Toussaint Louverture qui est à Bordeaux, si ma mémoire est bonne, elle a été payée par Haïti. Oui, exact. Pas même pas par la municipalité de Bordeaux. Et c'était dans un endroit assez excentré, qui maintenant l'est plus tellement, puisque c'était en face d'une zone industrielle qu'on a récupéré pour faire des logements actuellement. Donc, c'est un peu recentré dans Bordeaux. En tout cas, c'est quelque chose que Bordeaux partage avec Nantes. Mais par contre, là où je suis assez intéressé par tes recherches, c'est dans quelle mesure, parce qu'à t'entendre, c'est Nantes qui avait le leadership entre Bordeaux, La Rochelle et Nantes. C'est Nantes qui était en première ligne pour défendre les intérêts et des colons et des négriers. Est-ce que tu
tes recherches ont débordé, toi, tu peux nous donner des indications Oui, sur la contribution des uns et des autres? Oui, ma réponse est très courte, hein, Djibril. Nantes était parmi d'autres, mais moi j'ai fouillé davantage les arguments de Nantes que ceux de Bordeaux. À Bordeaux, par exemple, la réticence vient du fait que la famille de Toussaint Louverture, lorsque Napoléon décide de les séparer, est partie à Bordeaux. Et même à Bayonne. Ouais. Donc, du coup aussi, Bordeaux avait ses négriers, Bordeaux avait ses réseaux, Bordeaux avait ses intérêts. Mais moi, honnêtement, puisqu'il me fallait des éléments pour comprendre mieux le contexte et la situation, c'est le contexte de Nantes. Donc, je ne dis pas que Nantes soit les plus actifs là-dessus, mais à mon modeste niveau, c'est le contexte, le déroulé de l'histoire ainsi que les acteurs que je maîtrise le mieux. Oui, oui, mais ça c'est une très bonne indication. C'est à nous, un peu, à Bordeaux, de nous y mettre un peu pour accompagner ta recherche. Il y a une autre chose que tu pointes qui m'intéresse beaucoup, c'est que également Nantes prend le leadership de la colonisation, notamment au Bénin. Oui, absolument. Hein, donc, et ça c'est assez intéressant. Et en tant que laboratoire, comme tu dis, que Haïti était véritablement et laboratoire de la colonisation et de la cruauté de la colonisation, puisque en 1890, quand les colons s'installent à Porto Novo, ils vont faire plusieurs désastres les uns après les autres. Hein, parce que le gouverneur va s'installer dans la forêt sacrée du Vigan. Il va détruire la forêt sacrée du Vigan, et le Vigan a tellement honte qu'il se donne la mort. Les cathos, l'église, va installer la cathédrale de Porto Novo dans la forêt sacrée du ministère de la Justice, avec tout un ensemble d'objets d'art, donc d'objets de sacrifice qui ont été pillés et déportés à Lyon. Donc, j'ai bien entendu ton propos sur le point de départ de la colonisation de Nantes. Ce qu'elle a donné en tout cas au Bénin n'est pas très réjouissant. OK. Pour te rassurer, on va créer une statue, une sculpture urbaine dans 3 semaines à Nantes. On a décidé de faire une statue sur l'espace public qui rappelle un peu cette histoire-là, c'est-à-dire le roi Guézo, ainsi de suite. Ah, ok. Donc, on a tous les éléments. Tu verras aussi pourquoi est-ce que nous nous sommes mis dans ce combat. Le Dahomey, c'est vraiment une colonie nantaise qui a gardé, dont les Nantais ont été les premiers à piller. Et voilà, y compris jusqu'à l'Église catholique. Moi, je veux bien me mettre avec vous là-dessus parce que c'est un sujet qui nous intéresse. OK. Bon, je crois que... Thomas, j'avais une dernière question pour Thomas. Ouais, je voulais juste que tu éclaircisses 2 points par rapport à la colonisation à Nantes. Rappeler le nombre de rues nantaises qui sont africaines. Tu avais commencé un peu à aborder. Et deuxième point, est-ce que tu pourrais nous parler de pourquoi le ministère des Affaires étrangères des Français nés à l'étranger se trouve à Nantes? Merci. Oui, ce serait trop long. Donc, je te donne rendez-vous aussi le 17. On pourra discuter un peu. Ce serait trop long le processus. Il y a à peu près, sur 400 rues référencées à l'Afrique, il y a à peu près 300 qui sont en lien avec la colonisation. Donc, y compris des noms. Ce matin, j'ai travaillé sur la rue Jacques Fédère,
qui est un cinéaste qui a fait ses films en Algérie, par exemple. Donc, il faut aussi dire que dans la continuité de Haïti, qui était un laboratoire, on a travaillé sur la banque municipale de Nantes et l'avènement de l'Institut colonial du Grand Blotero. Et puis, ce n'est pas un hasard. Le premier élément de cet institut colonial a été conçu par la Chambre de commerce. Donc, vous voyez, tout tourne autour vraiment de l'économie. Nantes a choisi ce domaine-là. Et je ne dis pas que ce sont les seuls, mais c'est tellement flagrant que beaucoup n'arrivent même plus à le cacher. Moi, je suis combattu parce que j'essaie de soulever certaines choses. Et vous avez très bien vu que la municipalité qui a regagné les élections en 2020 a mis dans une de ses propositions qu'ils vont enfin parler de la colonisation et de la traite négrière. Cela veut dire que la colonisation n'était pas dans leur programme avant. Vous en parliez, vous êtes mort. Moi, on m'a chassé de l'université, on n'a pas renouvelé mon contrat. La lettre est très claire, qui ne voulait pas notre son de cloche. Donc, c'est des choses délicates qu'on a amené l'institution. Peter le sait, l'institution commence à parler de la colonisation. Mais Nantes est complètement jusqu'au cou de la colonisation. Donc, au minimum 300 rues.